qu'on définit justement de dépression? Moi, comme je l'ai vécu, Mhm. on va dire plutôt ça, ma vie n'avait plus aucun sens. Ma vie n'avait plus aucun sens. Je n'avais aucun repère. J'avais pas d'amis. Je veux pas dire que j'avais pas de famille, mais Ça allait pas. je ressentais. Ils y pouvaient rien en fait. Et ils y Ok. pouvaient rien. Mais je ressentais tellement une colère contre eux que je préférais ni leur parler, ni avoir quelque contact avec. Mm. Ma vie, c'était sortir, me droguer, aller à l'école. Quand j'avais encore envie de me lever pour aller à Ah l'école, ouais. ou alors de suivre les cours. C'était ça. Et puis de toute façon, en fait, j'étais dans une phase où je m'auto-conditionnais que j'étais une bonne à rien, que j'étais moche, que j'étais grosse, que personne ne m'aimait, que je ne serais jamais heureuse, que personne ne me trouvera jamais jolie, que j'étais qu'une merde, qu'il fallait que je me contente de ce que j'ai. Puis en fait, tout ce qu'on m'avait coordonné à être, j'arrivais à me l'auto-dire en fait, quoi. Donc plus je me le disais, plus je me détestais et plus j'avais envie de me détruire en fait. Plus tu Voilà. avais envie de... C'était de l'autodestruction. J'avais envie de m'autodétruire. Mais je me détestais tellement que je me détruisais. C'était le seul moyen pour moi en fait de me faire payer ça. Je m'en voulais. Tu sais, t'es tellement dans un engrenage que tu vois pas de porte de sortie. Si, enfin, si, t'en vois une. Mais tu te dis que ça va être comme ça en fait. Ton cerveau, ta tête, ton esprit, ton corps sont tellement conditionnés dans je suis une merde que tu continues comme ça en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. Du coup, tu es tombé dans cette dépression justement. Tu voyais plus tes proches. Alors Tu en fait, faisais plus rien. je m'en rendais pas compte. Mais, enfin, j'aurais pas pu dire à l'époque que c'était une dépression. C'est quoi qui t'a fait dire ça? C'est quoi qui t'a... Est-ce que c'est un psy qui t'a dit que vous êtes en train de faire une dépression, madame? Ou comment tu t'en es rendu compte de ça, au final? Alors ça a été un diagnostic médical euh, après ma tentative de suicide. Que là, c'est mes parents qui m'ont emmené chez le médecin. Et puis que le médecin a dit elle est en burn-out total en fait. Et ça faisait Ok. des mois, pour pas dire peut-être des années, en tout cas 2 ans. Comment on a pu en arriver là sans que personne s'en rende compte? C'est quand même fou de se dire que tu as été toutes ces années, donc de toute ta scolarité, même après, harcelé, etc., que personne ne s'en rende compte. Ben, il y a une chose qui est atroce, c'est que quand vous souffrez beaucoup, vous savez ce que ça fait. Et les personnes qui sont chères à votre cœur, vos parents, vos frères et sœurs, les personnes qui vous considèrent un minimum, vous avez tous sauf envie de leur faire la même chose. Donc quand ils vous demandent comment ça va, vous répondez que ça va. Alors qu'on ne devrait pas. Alors qu'on ne devrait pas, oui. Mais que vous vous dites que si vous partagez des fois cette souffrance, ils vont avoir mal pour vous. Vous préférez avoir mal seul. Vous, on se conditionne dans le ça va aller. C'est la vie. Il y a mieux comme vie, hein. Enfin, dans le sens... Mais j'avais connu que ça. t'avais J'avais pas connu connu que autre ça. chose, c'était un peu... Non. J'avais connu que ça, de la méchanceté, de la moquerie. Donc pour moi, je me disais, ça sera que ça. C'était presque une normalité pour toi, en fait, Oui. d'un côté. Ouais. J'ai envie de dire aussi, par rapport à ce qu'elle me dit, etc., et vraiment, c'est vrai, faut pas voir la vie avec des œillères, faut se dire que, à tous les internautes qui nous regardent aujourd'hui, ce que vous vivez ne définit pas la vie que vous pouvez avoir. Ce que vous vivez, c'est une phase, mais ça, il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux quelque part, il y a toujours mieux à aller chercher, et ça, je pense que c'est vraiment important de se l'intégrer dans le cerveau, que vous ayez 8 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, même 70 ans, il y a vraiment toujours une autre vie qui nous attend, enfin une autre vie, une autre version de notre vie qui nous attend plus loin, plus tard, différemment, en positif, et que faut jamais lâcher, quoi. C'est vraiment triste ce que tu as vécu, dans le sens que tu as vécu ça pendant très longtemps, avec des œillères, comme tu nous l'as expliqué, que tu pensais que c'était normal, que c'était vraiment justement, c'était ta vie, quoi, et que ça ne changerait pas, qu'il n'y aurait pas autre chose après.
aujourd'hui, tu sais, il y a vraiment autre chose plus loin. Faut vraiment pas lâcher, il faut vraiment se dire qu'il y a vraiment quelque chose d'autre plus tard qui va être plus positif que ce qu'on vit maintenant. Voilà. C'était un petit minute philosophique. Alors, du coup, tu m'as dit que tu as fait une tentative de suicide, du coup. Ouais. Euh, Si tu résumais en une phrase la situation mentale dans laquelle tu étais à ce moment-là, justement, tu te disais quoi? J'ai besoin d'air. Ok. Oui, j'avais besoin d'air. J'avais l'impression d'être dans un engrenage de ma vie où j'arrivais plus à respirer. J'étais oppressée. J'étais plus moi. J'étais un fantôme en fait. J'avais besoin d'air. Et Pour toi, c'était la seule solution? alors, très honnêtement, j'y avais déjà réfléchi. Euh, J'y avais déjà réfléchi. Je me disais, mais j'en étais arrivée à un stade de ma vie où je me disais que peut-être le monde se porterait mieux sans moi. Que ce soit les gens qui m'entourent, que ce soit ma famille, que ce soit tout ça. Et en fait, dès le moment où vous vous conditionnez comme ça, il y a eu un élément déclencheur ce jour-là. Et votre cerveau, en fait, il se met sur off. Et il se met complètement sur off. Vous n'êtes plus maître de votre corps. Et puis, pour vous, c'est la seule porte de sortie. C'est le seul moyen de respirer de nouveau, en fait. Donc, tu es entre guillemets un peu inconsciente de ce que tu fais, dans le sens où tu es sur off. Complètement. Tu déjà plus là, en fait. Oui. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison, j'étais seule. Mes parents n'étaient pas là. Euh, Mon corps, mécaniquement, est monté au premier étage. Il a ouvert le tiroir de la salle de bain. Il a pris 3 boîtes de médicaments. Je suis descendue, j'ai pris un verre d'eau et j'ai avalé ces 3 boîtes de médicaments, l'un après l'autre. Et vu que ça me faisait toujours pas effet, je suis allée en chercher une quatrième. Et puis quand j'ai senti que ça commençait à me faire effet, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais toujours pas aujourd'hui pourquoi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma maman. Est-ce que tu t'es dit finalement pas? Je sais pas. Enfin, finalement, non. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as repris conscience de ce que tu faisais ou est-ce que tu étais toujours, entre guillemets, dans cette inconscience? Je sais pas. Je pense que je voulais juste dire au revoir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. T'as décroché, j'ai juste dit au revoir et j'ai raccroché. Voilà. Et le souvenir que j'ai, c'est de moi, je sais plus si j'étais couchée sur la table ou par terre, ou d'entendre mes parents qui rentrent. Mais vous entendez les voix qui sont très. Qui sont Enfin, un c'est très peu, trouble. C'est un comme. peu flou, un peu, enfin pas flou, Voilà, parce que c'est pas là, mais inaudible. voilà. Et après, j'ai un peu un trou noir de ce qui s'est passé. Je peux plus vraiment dire, mais je sais qu'après, bah voilà, il m'a emmené chez le médecin d'urgence. Et puis là, bah, c'est le médecin qui a dit mais cette fille est au bout. Enfin, elle est au bout, elle est en burn-out, c'est indéniable, quoi. À ce moment-là, tes parents, est-ce qu'ils se rendent compte de. Enfin, est-ce que ils s'en veulent? Je pense que oui, hein, de ne pas avoir. On n'en a jamais reparlé. Vous avez jamais reparlé de Non, ça? non. Enfin, on n'en a jamais reparlé. On a un peu réentamé le sujet et oui, ils s'en veulent beaucoup. Je pense. Après, ce n'est pas, c'est pas leur faute non plus, hein, je veux dire, mais. Ils s'en veulent parce qu'ils me disaient, mais tu nous disais rien. Et en fait, je leur disais, mais j'avais plus envie. Vous vous en voulez mutuellement. Eux, ils m'en voulaient parce que je leur disais rien. Mais moi, je Parce leur en qu'ils voulais parce qu'ils comprenaient ne pas. voyaient rien, en Ouais. fait, quoi. Je pense que c'est important de alors sans en aucun cas mettre quoi que ce soit comme faute sur les parents, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je pense que c'est important de sensibiliser aussi les parents à savoir justement que. Alors j'ai fait beaucoup de recherches aussi bah, sur le harcèlement. J'ai un peu, avant que tu viennes, justement, j'ai un peu étudié le cas, si on peut dire. C'est vrai que dans la majorité des cas de harcèlement qui mènent justement soit à une dépression, à une addiction ou à une tentative entre guillemets, de suicide, dans la majorité des cas,
les parents ne sont pas au courant. C'est-à-dire que la personne, l'enfant, ou l'adolescent, si je peux dire, l'adolescente, n'en parle pas à ses parents justement à cause de cette peur de honte, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est important de sensibiliser vraiment les parents, tous les parents en fait, que c'est important de voir à travers les lignes justement et d'aller chercher euh, plus loin que les paroles et que ce qu'on voit justement en façade, quoi. Après, j'ai pas de conseils à donner, mais d'expérience et de savoir qu'aujourd'hui on est très proche avec mes parents, ils savent tout de mon passé. Euh, mais il y a une phrase qu'on a souvent entendue, c'est on ne naît pas parent. Donc peut-être il y a des parents qui se retrouvent dans ces situations, qui ne savent pas Bien quoi sûr. faire. Et si je peux juste leur passer un message, c'est que c'est pas de leur faute. C'est pas de Ils leur peuvent le faute, ouais. croire, ils peuvent culpabiliser, mais ce qui arrive, c'est pas de leur faute souvent. Est-ce qu'il y a un signe, si maintenant justement tu aurais pas un conseil à donner, mais est-ce que si on parle justement aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu aurais quelques signaux qui pourraient mettre la puce à l'oreille en disant là il y a un truc qui cloche, c'est pas normal, il y a sûrement un problème avec mon enfant. Le moment où l'enfant commence alors à changer, forcément, ça devient un adolescent, mais à moins discuter, à moins rigoler, à plus se renfermer. Et je dirais, selon moi, Mhm. le signe le plus alarmant, c'est quand il commence à y avoir de la colère. Ok. Face aux parents, tu dis. Ouais. Quand il commence à y avoir Soit de la face aux colère, parents, ouais. soit peut-être face aux frères et sœurs. Quand on ressent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui cloche, c'est que certainement, extérieurement, il y a autre chose qui se passe. Ok. C'est un très bon conseil, du coup, je pense que ben voilà, les parents sont bien contents de savoir ça aussi. Ça pourra peut-être mettre la puce à l'oreille de certaines personnes et peut-être justement éviter des choses encore plus horribles qui arrivent de nos jours avec les jeunes. Donc merci beaucoup pour ça. Si tu pouvais, si tu pouvais parler, revoir la Marilyn justement juste avant ce jour-là, ce qui s'est passé, et si tu pouvais lui dire une chose, on continue un peu dans le sens un peu où on donne des conseils justement aux parents, un peu aux gens qui nous écoutent, mais s'il y avait une chose que tu aurais pu lui dire à cette Marilyn, le jour où ça s'est passé, qui aurait fait que ça n'arrive pas, ça aurait été quoi? Est-ce qu'il y a un truc, une phrase, si maintenant tu réfléchis, que tu aurais pu recevoir de quiconque, hein, pas forcément de toi-même, mais qui aurait pu te sauver justement à ce moment? Ou une situation, ou Je quelque pense chose. que je pense que je l'aurais pris dans mes bras et que je leur ai dit que moi je l'aimais. Parce qu'à l'époque, c'est tout ce qu'elle voulait, hein. Donc si tu la revoyais, si quelqu'un t'aurait pris dans les bras et t'aurait dit je t'aime, etc., Ça se serait jamais produit. ça se serait jamais produit. Non. Non. C'est très. Merci beaucoup de partager ça. Vraiment, ça doit pas être facile pour toi. C'est très émouvant aussi. Euh, Moi aussi, je suis très ému par rapport à ce que tu dis. C'est des sujets qui sont sensibles. C'est des mots qui sont sensibles. Mais dans des situations où vous n'êtes pas bien, vous ne vous rendez pas compte comme ça, vous fait du bien d'entendre que quelqu'un vous aime. Vraiment. Quand tout autour de vous s'écroule, quand vous n'avez plus aucun repère et puis que, ouais, juste ça, ça peut sauver une personne. Juste de dire je t'aime à quelqu'un, Ah ça ouais, peut sauver une personne. sincèrement. Je pense que c'est quelque chose que moi-même, personnellement, je vais retenir et que je pense que les gens retiennent en général. Et bah, ça me fait penser au câlin gratuit que tu vois sur les Free hugs. réseaux un peu. Voilà. Et c'est vrai que je pense que ça amène beaucoup de bien ça. Et je pense que c'est totalement débile comme concept. Mais ça, je pense que c'est. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin. Mhm. Et Il y a beaucoup de vraiment, gens qui sont seuls. ouais. Je pense que la solitude aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, ce serait bien qu'on invite quelqu'un sur le plateau pour nous parler de ça. Euh, la solitude, je pense que ouais. Je pense que même moi, là, j'aurais besoin d'un câlin. Oh, tu peux un Allez, on fait câlin. un câlin.
Voilà, c'était une parenthèse. Suite à cela, du coup, tu as repris ta vie plus ou moins normalement, si je me souviens bien. À peu près normalement, enfin, je me suis soignée, disons cela. Malgré ça, j'avais quand même toujours envie de repartir, hein, dans les vieux démons. Aujourd'hui C'est... encore? Non, Aujourd'hui plus du tout? non, Aujourd'hui, si on te mettait non, un kilo de coke devant le nez, là, tu irais pas? non. Il y a une chose dans ma vie que je fais très rarement, Mhm. c'est une promesse. Sauf si je suis sûre de la tenir. Et des promesses dans ma vie, j'en ai pas fait énormément. Mais à la personne que j'ai rencontrée après ça, qui a été, qui est et qui restera mon meilleur ami, il m'a empêché de retourner là-dedans. Ok. Il m'a aidé à sortir de ma dépression. Ça a été, ouais, je dirais, un ange gardien sur ma route, quoi. D'accord. Il m'a accompagné dans ma transformation physique. Il a été mon rayon de soleil de tous les jours jusqu'à son départ. Et puis encore aujourd'hui, il y a deux promesses que je lui ai faites. La première, c'était de ne plus jamais toucher à la drogue. Donc, toute drogue confondue, hein, on est d'accord. D'accord. Et la deuxième, c'est une promesse que je lui ai faite avant de me faire opérer. C'est que même si je changeais physiquement, je garderais mon authenticité. Changer de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. C'est beau. Cette personne, c'était quelqu'un de ta famille? Pas du tout, c'était un ami. Tu as dit jusqu'à son départ. Et il est décédé. Il a, il a eu un cancer. En fait, peu de temps après qu'on s'est rencontrés. Peu de temps après qu'on s'est rencontrés, il a été diagnostiqué d'un cancer. Un cancer qui était très rare à l'époque, cancer des muscles. Et, Ok. Je suis désolé. et voilà, dans les détails, je pourrais plus dire, mais je pense que ça a duré 3 ans. À l'accompagner, à faire des chimios, voilà. Je suis désolé pour J'en, ça, je ne savais pas que. j'en parle d'ailleurs dans un épisode de mon podcast. Et puis à la fin, vous avez ces moments où vous faites ça et tout, et puis à la fin, ben oui, comme je dis, hein, vous avez ce moment où le médecin lui dit on va le placer en soins palliatifs. Voilà, le soin palliatif, c'est le soin poli pour pas dire en fin de vie, hein. Mhm. Et il est parti, il avait 23 ans. Oh, c'est jeune. Mm. C'est très jeune. Mhm. C'est beaucoup trop jeune. Et cette personne aujourd'hui, tu es fier d'avoir respecté tes promesses par Absolument. rapport à lui, je pense. Et je pense que c'est une force d'un côté. Mm. Alors c'est triste, là, pas le fait qu'il soit plus là, je veux dire, mais dans le sens, le fait que tu lui rentres hommage par rapport à ça, je pense que ça te maintient au bien aussi, Ouais, absolument. d'une certaine façon. Depuis son départ, toutes les choses qui me sont arrivées dans la vie d'importante, il était toujours là, tout le temps. Avec toi, tu dis? Alors pas avec moi, mais d'une manière ou d'une autre. Un Ok. signe, un but, une chanson, tout. Il y a toujours eu quelque chose en fait. Ok. Tu as parlé d'une transformation, enfin d'une opération. Tu as parlé d'une opération physique, un bypass. Oui. Raconte-nous alors en quoi ça consiste pour ceux qui ne savent pas. Et Alors comment ça ça s'est se fait, passe? ben voilà, comme j'en ai parlé, hein, j'ai toujours été obèse. Étant donné que je me faisais suivre pour une dépression, parallèlement à ça, le médecin s'était approché de moi pour me dire, parce qu'à l'époque, j'étais majeure, il m'avait parlé de ça. J'avais toujours été contre. Ok. J'avais toujours été contre les opérations, je voulais pas du tout. Tu Et voulais pas changer qui t'étais ou bien c'est le non, droit? oh bah non, parce que alors, tout ce qui est régime, le Weight Watchers, le Ducan, le tout, j'ai tout essayé, hein. Alors tous les Après. régimes possibles et imaginables qui existaient sur Terre, j'avais tout fait. Ok. J'avais Et fait le puis sport, rien? non, Ok. non. Le poids, le surpoids n'était pas. Il existe du surpoids émotionnel, hein. On s'en rend pas compte, mais Ok. ça existe. Et du coup, toi, c'était ça? C'était du surpoids émotionnel? Alors, après tout ce que j'avais essayé, ouais, on s'est dit que c'était ça. Puis finalement, quand il m'en a parlé, le message, je me suis laissée
en guillemets, entraînée dedans. Et, j'ai fait un premier pas, pardon. Je suis allée rencontrer le chirurgien à Glémont à l'époque qui faisait ça. Ok. Donc c'était ni alimentation, ni ton activité En physique, fait, on ne c'était trouvait vraiment... pas. Je faisais passer 120 kilos. On ne trouvait Ah pas, en ouais. fait. Donc tu faisais passer 120 kilos à 18 ans. Alors, je me suis Tu fait avais? opérer en 2014. Donc, j'avais 2014, moi, 1991, où j'avais à peu près 23 ans, ouais, je dirais. À 23 ans. Ok. Et du coup, tu es allé voir le chirurgien, excuse, je t'ai coupé. Je suis allée voir le chirurgien et il m'a mis en confiance et il m'a dit, mais écoutez, vouloir se faire opérer d'un bypass, donc juste pour la petite anecdote du bypass, c'est comment on dit, vous avez, si vous voulez bien, l'œsophage, l'estomac et Mhm. le gros intestin. En fait, on va court-circuiter au niveau de l'œsophage quand vous arrivez dans l'estomac. Ils vont scinder l'estomac, ils vont garder une petite Ok. partie qui vont relier à la sortie. Et l'autre va si on veut bien, se sécher dans l'estomac. Donc en gros, c'est du grosso modo, hein. En gros, vous vous retrouvez avec un estomac de nourrisson. Ah, donc en fait, on t'enlève pas de graisse du tout, en fait. Le On bypass, te... on ne sort rien du corps et on ne rentre rien dans le corps. Il y avait à Ok. l'époque avant ça l'anneau, où là ils mettaient un anneau autour de l'estomac. Et Ok. il y a eu après ça la sleeve, où là ils coupaient vraiment l'estomac en deux et ils le sortaient en fait, quoi. Ok. Et là, il coupe et il laisse dedans. Voilà. Là, si vous voulez bien, au niveau de l'estomac, ils vont sectionner une partie là, Mhm. qui vont recoudre. L'autre partie Ah va, si on veut ouais. bien, se resserrer. Et ils vont refaire le canal, si on veut bien. Et puis vous vous retrouvez avec un estomac d'un nourrisson de 6 mois, je Du crois. coup, aujourd'hui, tu manges pas beaucoup. Ou- Alors, ben, c'est toujours la même chose. Déjà, pour pouvoir vous faire opérer, vous devez passer, c'est des check-in, hein. C'est un peu comme à Ok. l'armée où on doit vous tamponner. Ah ouais. D'accord, c'est tout protocolé, en Vous fait. avez 7 médecins à voir. Donc, 7. oui, Ah ouais. le généraliste, l'endocrinologue, le cardiologue, L'endocrine quoi? endocrinologue, c'est C'est quoi? Je le suis médecin désolé, je suis inculte. qui contrôle Ok. les glandes lymphatiques, des glandes neurologiques, tout ça. Mhm. La diététicienne, la nutritionniste, il m'en manque deux, Le la psy, gynécologue j'imagine. et le psychologue. Pour les femmes, la gynécologue, pour les hommes, l'urologue. Ok. Et une fois que les 7 médecins ont donné leur accord, oui, c'est bon, elle peut se faire opérer. Après ça, vous allez encore à ce qui s'appelle le groupe obèse. C'est Ok. comme les alcooliques anonymes, en fait. Et pendant Ah six ouais, je savais mois, pas. des futurs opérés, donc des gens qui ont déjà leur date, comme moi j'avais déjà ma date, Mhm. et on se retrouve et puis on parle de choses et d'autres en lien avec ça, quoi. Ok. C'est Comment on pour appréhende la préparer, chose, pour appréhender un peu la chose et... voilà. Et c'est surtout Ok. déjà avec qui moi je suis restée, certains en contact avec. D'accord. Ouais. Incroyable. Enfin, physiquement, c'est clair que ça change tout de suite après ou... Enfin, Alors ça a il se passe été quoi après, après l'opération? Alors, ben, la veille de l'opération, on vous pèse, hein, Ok. on vous pèse. Euh, la veille de l'opération, je pesais 138 kg 500. Ok. 138 kilos. Est-ce que c'est un chiffre qui t'est resté, ça? Ah ouais, je vois encore ce chiffre sur cette balance. Ouais. À ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, enfin, je vais faire le pas pour me sentir mieux? J'étais mort de trouille. Ah ouais? C'était la première fois que je me faisais narcoser, j'étais mort de trouille. Je ne Ok. savais pas où j'allais, comment ça voulait se passer, si je voulais avoir mal, comment se passait un réveil, c'était la panique en fait, quoi. Ok, c'était vraiment la panique, Ouais, vraiment. panique à bord. Et puis même le moment où je me suis retrouvée couchée en bas, j'étais pas sûre. Mais t'étais content de le faire quand même. J'étais pas sûre. Ah, J'étais tu pas sûre si savais. je voulais pas un toit. Ah, ok, d'accord, ok. J'étais pas sûre du tout. Ok, ouais. Mais voilà, justement, j'avais eu David au téléphone, puis il m'a dit, mais maintenant, vas-y, quoi. On y est. Ça fait 2 ans que tu bosses pour pouvoir avoir ces thèmes, vas-y, quoi. Et puis le lendemain, ben, je me suis réveillée. Euh, pas plus mal au ventre que ça. Et puis, Ok, je me ça souviendrai. paraissait normal, en fait, t'avais pas de sensation J'avais bizarre. un peu comme si vous êtes un peu dur, Ok, comme si vous aviez un peu une brique à la place d'estomac. ok. Et je me suis arrêtée toujours, je suis remontée dans ma chambre. Mhm. Et puis, la, l'infirmière vient, elle m'explique que tout, j'aurai mon premier repas ce soir. Ok, bon. Mais elle arrive le soir avec une toute petite compote de pommes comme ça. Et puis, Ça pas l'air pas. et puis elle me dit, ben, faut en manger 4 cuillères à café. Ok, Alors, je savais que je devais manger gentiment, j'avais quand même ouais. un peu peur, hein.
Et je me souviendrai toute ma vie, j'ai mangé 2 cuillères à café. Et j'avais l'impression d'avoir mangé 2 menus médiums au McDo, quoi. C'était vraiment une sensation Sérieux? de satiété. Ah ouais? Ah ouais. C'est Et ouf. je dis, c'est impossible que je mange les 4. Je n'y arriverai pas. Ok. Puis t'as forcé à aller manger les 4 ou... Ah non, non, non. Alors Ok, ça, mais c'est un truc qui c'est vous fou, mais apprenne c'est vraiment à vrai. toujours vous écouter. Ok. Vraiment. C'est très important. Et après, ben, il y a eu le retour à la vie normale. Alors, il y a des choses qui sont très, très drôles parce que, alors, vous devez vraiment réapprendre à vivre avec votre corps, hein. Moi, je sais que on fait. J'ai fait pas mal ce qui s'appelait des dumpings. Le dumping, c'est quand soit vous mangez trop vite, Ok. soit vous mangez de trop grande quantité, soit vous mangez des choses que vous supportez plus. Mhm. Et ben, soit vous êtes mal pendant 2 heures, soit ça ressort. Ah, Berk. Voilà. Et je Ok. savais que moi, ben, c'était catégorique, hein, tout ce qui était trop gras, trop sucré, Ah, les viandes en c'était... sauce, le gaz, les boissons gazeuses, tout ça. Ok, c'est ça. C'était à oublier, Ok. totalement à Ça oublier, coupait quoi. net, quoi. Voilà. Et puis, ben, il y a des gens qui ont, parce qu'ils expliquent, hein, vous vous faites opérer, vous avez une Mhm. perte de poids pendant une année, parce qu'il faut une année pour que l'estomac, si on veut bien, se remette à taille normale. Ok. Et au bout d'une année, vous pouvez reprendre entre Ok. 5 et 10 kilos. Et après, ben, enfin, c'est à vous de vous stabiliser, quoi. Donc, en fait, ils expliquent bien que le bypass, c'est pas un miracle. C'est Ouais. si on veut bien, vous montez sur le vélo et le médecin, il vous donne l'élan. Après, vous pédalez tout seul. Mm. Voilà, c'est ça. Ok. Mais t'as toujours cette sensation de satiété un peu assez rapidement même maintenant, je dis. Ça dépend avec quoi. Je sais, alors en gros, maintenant, je sais d'ailleurs, ça m'est arrivé dernièrement, je sais qu'il y a des aliments qui sont prohibés, que je pense que je ne pourrais plus manger, mais Du je les style. aime tellement. La fondue. Ah ouais. La fondue, À la c'est fondue, ça très, te très fait. compliqué. Ouais, Ah ouais, c'est ça te très, fait très germe compliqué. direct ou bien. Ouais. Ben, ça me fait une boule dans l'estomac et il Ah, suffit du morceau de trop ou comme ça et puis ça passe pas, quoi. ah, ok. Mais c'est des plats qu'on adore, donc C'est des plats du coup, qu'on aime, ouais, ouais. bien sûr. Après, un morceau comme ça, je pense que ça te fait rire. Non, non, si on est sur 2, 3 morceaux, voilà, mais c'est vrai que les gens rigolent beaucoup parce que mon conjoint, qui est un bon mangeur, si on va par exemple manger au restaurant fixé à volonté, ben, ils sont gagnants avec un puis perdants avec l'autre, quoi, disons. Ah ouais, ça c'est sûr. Enfin, du coup, t'as perdu combien Alors moi, depuis l'opération jusqu'à la première année, fin de la première année, tu as perdu combien? Alors moi, j'ai fait trois grosses pertes de 20 kilos. C'est-à-dire que Ok. je suis rentrée à la maison après l'opération. J'ai perdu 20 kilos la première semaine. Sérieux? Ouais, Mais parce que tu mangeais pas? Ou... je sais pas. Le corps, vous pouvez pas expliquer comment il réagit, quoi. Mais tu mangeais pendant Oui, ce je temps? mangeais, mais Ah, tu très mangeais? peu. Mais très Très peu. peu. Et du coup, tu t'as perdu comme ça. Voilà. Ça, c'est Et fou. après, j'ai stagné 3 mois. Donc là, ben, je me suis dit, super, ça n'a pas marché et tout. Après, j'ai reperdu 20 kilos en une semaine. Mais c'est hallucinant. Il y a eu quoi? Il y a eu quelque chose de spécial qui a déclenché Je ou... sais pas. Je sais pas. Ok, c'est fou. Et puis ben moi je me suis dit, bah voilà, t'as perdu 40 kilos, tu fais 90 kilos. Enfin moi j'étais déjà heureuse de faire 90 Ouais, kilos, ouais, bien hein. sûr. Et puis ben une semaine avant le bilan des 1 an avec le médecin, Ouais, j'en ai reperdu 30. ok. Mais c'est normal que ça fasse comme ça ou bien c'est en principe petit à petit? Pas Ou... forcément, justement des gens du groupe obèse qui ont perdu sur l'année complète. Ok, Il y en a qui ont t'en as... perdu tout au début, il y en a qui ont perdu Ah tout à ok. la fin. Donc c'est vraiment aléatoire quoi. Ouais. Ok, Ouais. c'est impressionnant. Ben 365 jours pour jour après l'opération, ben vous arrivez, vous vous repesez. Et là, je faisais 55 kilos 500. Bon. Ah ouais. Et là, du coup, tu te trouvais quand même un peu maigre ou pas du tout? Moi, je me trouve encore grosse. À 55 kilos? Oui. Parce qu'en fait, justement, le physique avait avancé, mais le mental n'avait pas suivi du tout, en fait. Ok, et Moi, j'allais dans les t'as pas magasins, vu de psy par rapport à ça? Enfin, t'as pas vu quelqu'un pour t'aider justement par rapport au Alors mental, ça, c'était la même chose, en la fait. Quand j'allais croyance chez le physique? médecin, j'allais bien. Ok, ouais. Du coup, il a jamais jugé nécessaire d'aller chez le psy. Hmm, Mais ouais, à 55 kilos, je me trouvais encore grosse. Et j'allais dans les magasins, je- j'allais encore dans les rayons 42, 44, alors je rentrais dans un 36, quoi. ok. Ça t'a quand même apporté concrètement Alors après, j'ai quelque repris du chose, ce poids, bypass. j'ai repris du poids et mais j'ai stagné à mon poids de forme entre 65 et 70 kilos, quoi. Donc ça t'a quand même concrètement, ça t'a quand même apporté du positif Oui, oui. là, c'est Si ça. c'était à refaire, je le refais demain.
Ok. Complètement. Ok. Et mentalement, t'as avancé comment? Enfin, mentalement, qu'est-ce qui t'a aidé à avancer? Parce que tu m'as dit là justement, ben, le physique ça allait. Et mentalement, ensuite, comment tu as réussi ben, à aller mieux? Ça a été très très compliqué pendant des années. 10 presque 10 ans, ouais. Pendant presque 10 ans, j'étais jamais assez belle. J'étais jamais assez ci. J'étais jamais assez ça. J'étais grosse. J'étais ci, j'étais ça. Parce que j'avais encore finalement jamais fait, si on veut bien, le deuil de la De ce qui personne que t'était j'étais avant, arrivé. quoi. Et puis, qu'est-ce qui m'a aidée? Eh ben, alors j'ai commencé à modifier physiquement mon corps. Donc, c'était aussi des choses Les tatouages, voilà, je qui vois me ça. faisaient du bien à moi. Et puis, je me suis reconstruite avec une relation amoureuse, avec une personne avec qui j'ai fait 3 ans. Et que Ok. ça a beaucoup compté. Puis c'est vraiment depuis là que. Que ça va mieux maintenant Ouais, et que tu ouais. sais qu'il y a que du positif qui va Alors ça ne arriver. fait, je dirais, j'ai 35 ans aujourd'hui, je pense que je suis bien moins avec moi-même Mhm. que depuis 3 ans. 3 ans. Mais c'est déjà 3 ans qui. Voilà. Ok. Alors, on va montrer quelques photos de toi à l'écran, Marilyn, si tu veux bien. De avant ton bypass. Oui, Tu peux les voir juste ici. Euh, cette fille, oui. est-ce que c'est toujours la même aujourd'hui? Alors physiquement, non. Physiquement pas. Après, caractériellement et tout ce qu'il y a derrière la carapace, oui. Si tu avais quelque chose à lui dire, parce qu'on voit clairement le changement, hein, que ce soit euh, physiquement, je pense que même un peu mentalement quand même, on voit qu'il y a toujours le petit sourire, le ça va bien, mais on sent aujourd'hui que tu rayonnes plus, en tout cas que tu es plus vivante, je dirais. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette fille, si tu la revoyais maintenant? Que si j'avais pu la sauver avant, je l'aurais sauvée avant. Ok. Donc si tu avais pu faire tout ce Mais que qui... je la remercie d'avoir porté ce corps toutes ces années. Aujourd'hui, tu as fait ton deuil, on peut Mhm. dire. Oui, oui. Tu as laissé le corps, tu as repris la vie, enfin le mental justement que tu voulais. Tu l'aurais aidé avant, c'est-à-dire du coup tu aurais ben, toute ta phase. J'en aurais peut-être pris un petit peu plus soin. Je l'aurais peut-être un petit peu moins détruit, je pense. Ok. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Voilà, donc vous avez pu voir Marilyn avant de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Donc gros changement, hein, c'est assez impressionnant. Tes tatouages, est-ce qu'ils ont des significations? Tous, Tous. tous, Ok, t'en tous as ont un combien? rapport. Je compte plus. D'accord. Il paraît que quand on commence, on a du mal à s'arrêter. C'est Je crois ça, que c'est vrai. c'est ça. Et oui, tous, ils ont tous une signification. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu veux nous raconter, qui ont une signification particulière pour toi, pour des changements Euh, dans ta vie? eh bien, j'ai un- je pense que si je devais en choisir deux, Mhm. euh, non, je dirais ce qui me touche le plus. Oui, il n'y en a pas deux, du coup, il y en a quatre. Enfin, on a le temps pour quatre. Je Allez, pense que le premier, c'est le vas-y. crucifix que j'ai sur l'épaule ici. Ok, Et j'en parlerai après du ok, pourquoi le d'accord. crucifix. La deuxième, c'est la phrase que j'ai ici, Qui veut dire quoi? qui dit Tu connais mon nom, pas mon histoire. Wow, c'est fort. Et C'est fort j'ai comme tatoué phrase. sur la colonne vertébrale Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Bravo. Et le tout petit dernier que j'ai, il est sur la chute, Je c'est écrit t'applaudis pour ça. aujourd'hui est un cadeau. Et c'est devenu une devise depuis 3 ans. Ok. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui est C'est un cadeau, ça- quoi. c'est des phrases qui reflètent totalement ton histoire, qui reflètent totalement la vie en général. Donc, c'est beau, c'est beau. C'est mieux de se faire tatouer ça que des choses inutiles. Merci de nous avoir du coup raconté ce que ça signifiait. Je t'ai demandé d'apporter deux objets avec toi que l'on voit ici, justement, le micro et ton chapelet, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux les prendre et nous expliquer un peu pourquoi tu as mis ces objets?
Alors, ces deux-là, je les ai pris, c'est parce que ça concerne la même chose. Donc, pour moi, c'était deux choses à part. Ok. Euh, Oui, tu peux le prendre. le chapelet, pourquoi? J'en ai souvent avec moi. J'en ai d'ailleurs un dans ma voiture. Euh, David, donc cet ami qui est décédé du cancer, avait Mhm. toujours pour habitude de dire, et d'ailleurs c'est ce il s'était fait tatouer, c'est ce qui était indiqué sur son faire-part. Il était colombien, donc il parlait espagnol, D'accord. et il disait Si Dios es conmigo, qui es contra mí. Ça veut dire en français Si Dieu est avec moi, qui est contre moi. Ok. Et c'est l'un des derniers cadeaux qu'il m'a offert avant son départ. Donc c'est très significatif en fait. Et le deuxième, bah, c'est aussi un rapport avec lui, c'est une plume. C'est une plume parce qu'il y a une légende amérindienne qui dit que quand vous trouvez une plume sur votre chemin, c'est que c'est quelqu'un qui vous envoie un signe. Et les 4 dernières grandes décisions de ma vie, il y en avait Ok. chaque fois une devant mon paillasson. Sérieux? Ouais. Si tu mens pas, c'est vrai. Ah non, non, c'est la vérité vraie. Ok. Non, non, c'est la vérité vraie. Impressionnant. Ou alors je marchais, je réfléchissais et puis. Ok, une Non, non, plume c'est la comme ça. vérité vraie. Ok, eh ben je ne savais pas, je ne connaissais pas cette légende. Donc, Tu penseras à moi si tu je vois une penserai à plume sur toi. ton chemin. Si je vois une plume sur mon chemin, je m'arrêterai, je ferai oula, il se passe quelque chose. Merci beaucoup pour cette histoire. Et du coup, ton deuxième objet de micro, pourquoi? Pourquoi? À tout hasard, le chant. Chant, musique. Euh, Ben parce que heureusement aussi, pendant ma vie, j'ai trop souvent pas pu dire quelque chose et je l'ai transformé en force. Et aujourd'hui, ben voilà, je chante, j'écris. euh, et la musique ne paraît, ça a toujours été un peu mon repère, hein, disons. On a encore deux, trois petites choses justement à raconter sur ta vie. Euh, Plutôt qui concerne aujourd'hui. Mhm, Donc tu as fondé Zaylin Elevate. mhm. Ça se dit comme ça, c'est juste. Zéline Elevate, ouais, Voilà. exactement. Donc parle-nous un peu de ça. Alors, je vais faire ça très très court. Zéline Elevate, c'est parti d'il y a 3 ans, quand il y a eu une énième rupture dans ma vie, où là c'est mon corps qui m'a lâché, où je me suis dit Marine, il faut vraiment que maintenant que tu te prennes en main. Et puis que j'avais quelque chose au fond de moi que je voulais absolument. Enfin, je me disais qu'avec ce que j'avais vécu, j'avais quand même une expérience qui pouvait être mise pour aider les gens. Et j'avais aussi vécu justement beaucoup de. Voilà, j'ai fait pas mal de. J'ai fait. Du coup, après, je me suis un peu cherchée, hein. J'ai fait des cours de coaching, des cours de PNL, des cours de ci, de ça, mais je voulais pas être dans ce développement personnel, je voulais pas reprendre confiance en toi et tout. Et l'illumination, alors l'illumination, je l'ai eu l'année dernière quand j'ai perdu un membre de ma famille, où j'ai choisi de lire un hommage à son enterrement. D'accord. Et quand on est sorti de l'enterrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit, personne qui est venu vers moi que je connais pas du tout, une erreur qui m'a dit mais c'était beau ce que vous avez écrit, ça m'a parlé. Ça a été une révélation en fait. Je me suis dit mais en fait si tu fais le point dans ta vie du nombre de ruptures, de pertes, Mm. de deuil, de changements, de tout ça, et j'ai voulu me diriger là-dedans. Donc Céline, c'est un espace d'accompagnement pour les gens qui vivent un deuil, pour les gens qui vivent une rupture amoureuse ou autre, les gens qui perdent leur emploi, les gens qui ont un changement physique voulu ou malheureusement non voulu, les gens qui sont victimes peut-être aussi de harcèlement scolaire, qui ne savent pas à qui en parler. Ben voilà, je voulais créer cet espace et offrir cette possibilité en fait. Donc c'est vraiment destiné en soi à tout changement, à toute personne qui a besoin de parler, entre guillemets, Besoin, qui envie a de besoin parler d'un ou accompagnement, d'un conseil. voilà, ou une personne peut-être une personne qui a perdu ses repères. Mhm. Personne qui a perdu ses repères avant de prendre la mauvaise direction, quoi. Ok. C'est pour essayer de.
de pouvoir s'accompagner ensemble. Au moins que la personne ne soit pas seule. C'est très important, je pense. Donc, merci de nous avoir présenté justement ce que tu fais. Donc, tu fais de l'accompagnement comme pour toutes les personnes qui en ont besoin, que ce soit du harcèlement, comme tu l'as dit, rupture, deuil, etc. Euh, Tu dirais quoi, vu qu'on a été beaucoup axé sur le harcèlement, si aujourd'hui tu pouvais dire quelque chose aux jeunes qui nous regardent, qui sont victimes de harcèlement, et qu'est-ce que tu leur dirais pour s'en sortir? Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Euh, Entourez-vous des bonnes personnes. Et puis, rappelez-vous qu'une scolarité, c'est 6 ans dans une vie. Il y en a en tout cas 50 autres qui attendent derrière. Merci beaucoup. Et si je peux rajouter quelque chose, trouvez une personne et parlez-en. Voilà. Merci beaucoup Marilyn pour cette Merci histoire, pour tout ce que tu nous as partagé. Zayline, où c'est qu'on peut te trouver du coup? On peut te trouver sur les réseaux, etc. Vous pouvez me trouver sur les réseaux, Instagram, Facebook. Sinon, j'ai mon site internet www.zeline.ch. Vous pouvez aussi me contacter par email, contact@zeline.ch ou par WhatsApp au 079 915 60 90. Magnifique, top. On dirait une pub pour une boucherie. Merci beaucoup du coup pour ta participation. Le traditionnel conseil de vie du podcast Odyssée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, chaque participant au podcast ramène 2 objets qui nous expliquent, donc le chapelet et le micro pour Marilyn, et nous partage son conseil de vie qui rassemble justement toute sa vie et le conseil qu'il pourrait donner à tous les gens pour qu'ils avancent dans la leur. On t'écoute. Ton conseil de vie, Marilyn. Je dirais que rien de ce que vous vivez n'est inutile, même si aujourd'hui ça n'a aucun sens. Et que on ne choisit pas toujours ce qu'on traverse, mais qu'on peut choisir de ne pas le traverser seul. Très beau conseil de vie. Ça reflète bien de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Encore un grand merci à toi, Marilyn, d'être venue sur ce podcast. Merci à toi pour l'invitation. Mais c'est normal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains épisodes, car croyez-moi, on vous réserve du lourd.